Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence du 26 juin dédiée à l'autonomie stratégique européenne. Donc, on va séparer notre présentation en deux parties. Une première partie macroéconomique et une deuxième partie, c'est Joseph Yapi, qui est notre macroéconomiste, enfin économiste bancaire zone euro et Europe, qui va parler plutôt de questions de souveraineté financière. Donc, comme d'habitude, notre webconférence sera suivie par une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite déjà à poser au courant de du développement de notre conférence les questions dans le module ad hoc en bas à droite. Et donc, on va attaquer donc notre présentation en deux parties, sur une première partie un peu plus macroéconomique où on va parler d'autonomie stratégique, mais surtout de sécurité économique. Et comme je vous ai dit, dans un deuxième volet, je passerai la parole à Joseph sur la souveraineté financière. Alors, cette partie, en fait, se focalise vraiment sur le concept de sécurité économique plutôt que sur celui d'autonomie stratégique, pour une simple raison que la notion d'autonomie stratégique, on l'a largement développée dans plein d'autres webconférences auxquelles je vous renvoie. Elles sont toutes visibles sur notre site, à la fois Internet et intranet, dans le volet à venir de l'Europe, notamment la première où on aborde véritablement la question de l'autonomie stratégique ouverte, qui est la nouvelle stratégie mise en place par l'Union européenne, mais qu'on décline après dans une analyse des chaînes d'approvisionnement et des valeurs européennes, dans la notion de guerre économique et comment l'Europe y fait face. On aborde aussi la question de l'Inflation Reduction Act américain et des réponses européennes, mais aussi la question des politiques industrielles européennes. Et donc, je vous renvoie à ça parce qu'on ne peut pas tout traiter dans une seule visioconférence. Donc, pourquoi de l'autonomie stratégique à la sécurité économique? Parce que la commission, notamment cette commission d'Ursula von der Leyen, depuis son installation en 2019, a développé une vision stratégique très claire qui vise à renforcer la gouvernance et la cohérence des politiques autour d'un objectif de sécurité. Donc, il s'agit de coordonner en fait toutes les politiques industrielles, technologiques, commerciales, de la concurrence et de l'environnement autour de cet objectif. Et d'identifier surtout les domaines technologiques et les filières qui sont critiques pour essayer de renforcer leur autonomie et à réduire les dépendances. Donc, tous ces sujets-là, on les a vraiment traités très en détail dans notre première webconférence. Et il s'agit aussi quand même de rester dans un cadre non protectionniste, donc d'économie ouverte, où on va renforcer les alliances justement pour imposer nos standards communs et pour agir, pour réformer les instances multilatérales qui aujourd'hui sont plutôt bloquées. Donc, on lâche pas l'affaire en termes de libre commerce côté européen et on essaie de s'inscrire notre logique de sécurité économique dans cette logique. Par contre, depuis 2023, la Commission s'est concentrée de plus en plus sur le développement d'une véritable stratégie de sécurité économique et d'instruments pour la sécurisation du marché unique et pour la réponse en fait aux coercitions qui nous viennent des pays tiers. Et notamment cette année, on a eu des initiatives pour renforcer cette sécurité économique et c'est sur ces aspects-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'est la sécurité économique? La sécurité économique, on a déjà des stratégies de sécurité économique développées par d'autres pays tiers, États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud, mais qui répondent à une vraie logique de sécurité nationale. Les deux sont
intimement liées. Et donc, on voit aux États-Unis que celle-là s'est déclinée sur une réforme des contrôles aux exportations qui pousse assez loin l'extraterritorialité de ce contrôle, sur les contrôles des investissements directs entrants, mais aussi très prochainement, parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours de présentation, des contrôles sur les investissements sortants. En Chine aussi, hein, la Chine a ouvert aussi autour de ces actes, avec beaucoup de menaces de représailles sur les importations et surtout les exportations. Et au Japon aussi, depuis 2022, on a une stratégie de sécurité nationale avec là un ministre ad hoc pour la sécurité économique qui va coordonner les activités de tous les ministères et des instruments tels que le filtrage des investissements et le contrôle des exportations. Chez nous, en Europe, il est plus difficile de lier la sécurité économique à la sécurité nationale parce qu'on a une fragmentation des préférences avec des stratégies nationales de sécurité nationale avec des objectifs et des expositions aux risques différents. Et surtout parce que le mandat de la Commission européenne est central sur les questions économiques, mais elle a un rôle beaucoup plus limité sur les questions de sécurité et de défense. Et par ailleurs, le niveau de gouvernance, même là où on a une législation sur la sécurité économique à niveau européen, la mise en œuvre reste nationale, que ce soit pour le filtrage des investissements ou pour le contrôle des exportations. Donc, la Commission a beaucoup plus de marge d'action dans la protection du marché unique et beaucoup moins dans tout ce qui est politique industrielle, puisqu'elle n'a pas un mandat clair en ce sens. Elle doit aussi ouvrir dans un cadre où elle garantit une ouverture du commerce, hein, et donc on a aussi là une sorte de dominance de la politique commerciale plutôt que de la sécurité nationale. Alors, la stratégie de sécurité économique de 2023 arrive avec 3 grandes priorités, 2 qui sont un peu classiques, qui sont déjà clairement identifiées dans la stratégie d'autonomie stratégique ouverte qui a été définie en 2021, qui sont celles de promouvoir la croissance et la compétitivité, parce que plus notre économie et notre marché unique sont forts et profonds, plus on a des leviers aussi pour répondre à des acteurs tiers, mais celle de développer des partenariats internationaux, puisque on croit que c'est dans la coopération internationale, en fait, qu'on peut se sortir d'une confrontation aujourd'hui bipolaire qui pourrait être très néfaste pour une économie européenne qui est par définition très ouverte, en fait. Mais on a quand même un nouveau volet qui est celui de protéger l'économie avec des instruments nouveaux, des instruments de défense commerciale pour protéger les exportations et importations. Là, c'est des politiques un peu plus classiques anti-dumping, mais aussi un règlement sur les subventions étrangères, un instrument anti-coercition, un règlement sur le filtrage des investissements directs, notamment pour protéger tout ce qui est infrastructure critique et pour éviter ou limiter les fuites de technologies, et un règlement sur le contrôle des exportations, notamment des biens à double usage. Il y a aussi des mesures qui visent surtout les entités critiques 5G et tout ce qui est autour de la résilience cyber, mais cela, c'est plutôt le sujet de nos ingénieurs qui ont largement écrit sur ces sujets. Je vous invite à retrouver sur notre site leur publication. Donc, on va regarder un peu plus en détail de quoi sont faites ces mesures de sécurité économique qu'on a introduites à partir de 2023. D'abord, un instrument anti-coercition qui vise surtout à dissuader d'abord les pays tiers d'exercer une quelconque coercition économique sur les pays membres de l'Union européenne, puisque on affiche à leur usage, autre qu'à l'usage des États membres eux-mêmes, une procédure très claire et bien définie d'action que l'Union européenne va mener
pour contrer toute activité de coercition. Il y a un premier volet qui est un volet diplomatique où la Commission va examiner et vérifier l'existence d'une coercition économique et ensuite elle va en informer le pays tiers et engager un dialogue avec ce pays au nom de l'Union. Donc, on ne laisse pas les pays tout seuls engagés dans un bras de fer avec un pays tiers qui exercerait cette coercition, mais c'est l'Union avec ses institutions qui va mener cette négociation. Et ensuite, elle va ouvrir aussi des procédures auprès des organisations multilatérales pertinentes, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, au nom de l'Union pour résoudre ce différend. L'étape suivante, lorsque le volet diplomatique n'a pas marché, en fait, ce sont des mesures de réaction et des vraies mesures de rétorsion. Elles peuvent aller de la suspension des concessions tarifaires et donc de l'augmentation des droits de douane aux restrictions à l'importation et aux exportations, mais aussi à la suspension pour le pays tiers de participer au marché public européen. On peut aussi suspendre, par exemple, l'utilisation des services. On peut appliquer des restrictions sur les opérations bancaires et d'assurance, priver le pays de l'accès au marché des capitaux européens. Et on peut aussi restreindre la protection des droits à la propriété intellectuelle et à leur exploitation commerciale au sein de l'Union. Donc, vous voyez, ce sont quand même pas mal de mesures qui peuvent être très douloureuses et qui sont déjà annoncées en avance pour que les pays tiers sachent déjà à quoi se tenir s'ils comptent exercer une quelconque coercition économique sur un pays de l'Union. Autre instrument est un nouveau règlement sur les subventions étrangères. Donc, on essaie en fait, d'agir toujours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, des règles internationales du commerce, et on essaie de voir, en fait, par une enquête qui est menée par la Commission, et qui peut être inscrite ex officio par la Commission, c'est pas besoin d'être sollicité par une industrie ou un État membre, pour vérifier s'il y a des subventions qui sont fournies par des gouvernements tiers qui vont fournir un avantage compétitif injustifié à des biens qui pénètrent sur le marché unique. Et donc, cette enquête vise ensuite à compenser cet avantage compétitif injustifié. Donc, l'objectif n'est pas de bloquer l'entrée des biens sur le marché unique, mais de remettre en fait leur prix à sa juste valeur en corrigeant pour les subventions que les pays tiers ont fournies à ce bien. Donc, la Commission doit d'abord réunir des preuves sur l'existence de ces subventions. Elles peuvent être de types divers et variés. Ça peut être une fourniture publique de biens et services à un prix inférieur au prix du marché. Ça peut être aussi la fourniture de prêts et de crédits à des conditions préférentielles. Ça peut être des réductions d'impôts. Ça peut être aussi par exemple, un accès à des matières premières à un prix inférieur au prix du marché. Et une fois donc la preuve de ces subventions récoltées, il faut faire le lien entre l'existence de ces subventions et la menace de nuisance pour les producteurs européens. Donc, une fois tous ces éléments prouvés, eh bien, la Commission peut augmenter, donc imposer des tarifs compensatoires. Donc, on a un exemple assez récent qui date d'il y a 2 semaines, puisqu'en 2023, la Commission a ouvert une enquête sur un échantillon de producteurs chinois ou de producteurs non chinois, mais basés en Chine, de véhicules électriques qui rentrent sur le marché unique. Et donc, elle a établi qu'effectivement, ce lien entre des subventions et une nuisance économique pour les producteurs européens existait. Et donc, elle a affiché les droits de douane individuels qu'elle va imposer à 3 producteurs chinois
un plus des droits de douane de 10% qui s'appliquent surtout les producteurs chinois. Et donc, on a une première mobilisation de cet outil qui est arrivé assez rapidement. Une autre mesure est le règlement du filtrage des investissements directs étrangers. Donc, l'objectif, c'est là aussi d'avoir des acteurs qui interviennent sur le marché unique en achetant finalement des acteurs européens avec peut-être une menace pour la sécurité ou l'ordre public de plusieurs États membres ou un achat qui peut être nuisible à un projet d'intérêt commun européen. Et donc, depuis 2020, ce dispositif existe qui exige des pays une coopération avec un échange d'informations avec des délais assez précis sur les investissements directs étrangers entrants. Et donc, un avis de la Commission qui peut être mobilisé lorsque, effectivement, cette menace existe. Et dans ce cas, après, les États, mais ça revient aux États, de bloquer l'investissement direct entrant. Donc, on a eu déjà au moins 1200 transactions qui ont été examinées. 3% d'entre elles ont fait l'objet d'un avis de la Commission. Ces avis ont concerné principalement les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, mais aussi Singapour et les Émirats arabes unis, et principalement des secteurs qui sont des secteurs critiques, donc l'énergie, aérospatiale, cybersécurité, semi-conducteurs, défense, informatique et communication. En 2023, la Commission a proposé de renforcer ce dispositif pour veiller déjà que tous les États membres disposent d'un mécanisme de contrôle, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. Et surtout, elle veut établir un périmètre sectoriel minimum que tous les États sont tenus de filtrer. Et ensuite, elle propose aussi de couvrir les investissements directs à l'intérieur de l'Union, c'est-à-dire par un acteur qui est déjà présent sur l'Union, mais dont la propriété finale, en fait, serait des personnes ou des entités de pays tiers. En 2024, on a eu une accélération de tout ce processus avec la communication sur la sécurité économique et une prise de conscience en fait qu'on a pas mal d'instruments qu'on pouvait utiliser par le passé et surtout qui étaient utilisés aussi par des acteurs tiers par le passé qui ne seront plus les instruments d'avenir. Et donc, on a vu une montée en puissance, notamment d'investissements directs menaçants. On a vu aussi une montée en puissance des contrôles des exportations qui sont effectués par des pays tiers et aussi de contrôles sur les investissements sortants qui sont mis en œuvre par des pays tiers. Et donc, on essayait donc de investir ce nouveau camp champ d'instruments de protection pour le marché unique. Et donc, naturellement, tout cela s'inscrit dans une course mondiale pour le contrôle des technologies stratégiques qui répond à cette confrontation géopolitique entre les deux puissances, notamment américaines et chinoises. Et on voit surtout que, notamment en termes de contrôle des exportations et notamment de contrôle des exportations des biens à usage dual, c'est-à-dire des biens qui peuvent avoir à la fois un usage civil et un usage militaire, on a un décrochage en fait des accords multilatéraux. Jusqu'à maintenant, ce contrôle se faisait dans des accords multilatéraux, par exemple les accords de Wassenaar, le groupe d'Australie, le groupe de fournisseurs du nucléaire et de fournisseurs de technologies de missiles, qui fonctionnent tous avec une logique d'unanimité, de consensus. Et donc, un seul
membre peut bloquer en fait ce processus. Et on a vu que la Russie notamment a énormément bloqué ce processus avec son droit de veto, ce qui empêche finalement de prendre en compte les derniers développements de la technologie et d'élargir en fait la gamme de biens à usage dual qui pourrait être visé en fait par ces contrôles. Et donc on a eu une multiplication de contrôles unilatérales qui répondent à des impératifs de sécurité nationale et qui parfois vont au-delà des biens à usage dual, qui concernent des biens à usage pas nécessairement dual, avec par ailleurs des listes nationales qui sont de plus en plus amples et aussi de plus en plus floues dans leur définition pour laisser la possibilité justement d'élargir le plus possible la couverture, le spectre des contrôles. Et donc on voit des acteurs tiers qui agissent, qui ont beaucoup agi, qui ont accéléré leur action au cours des 2 ou 3 dernières années, et notamment les États-Unis, avec sa politique de contrôle des exportations des puces les plus avancées, mais surtout avec le Foreign Direct Product Rule qui exerce une extraterritorialité sur les produits qui sont pas nécessairement des produits US, mais aussi des produits fabriqués avec des technologies américaines, mais qui élargissent aussi en fait à des produits tels que par exemple les graveurs à ultraviolet qui ne sont pas nécessairement produits par les États-Unis et ne contiennent pas nécessairement de la technologie américaine. Le Japon aussi a également augmenté ses contrôles d'exportation sur les semi-conducteurs, et la Chine qui les a multipliés sur tout un ensemble de matières premières qui rentrent à la fois dans les doubles transitions telles que le gallium, le germanium, le graphite, mais aussi sur les véhicules aériens sans équipage. On voit aussi en Europe qu'on a une réponse de pays individuellement, avec notamment les Pays-Bas qui ont bloqué donc les exportations vers la Chine d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, justement ces graveurs ultraviolets pour répondre à la pression américaine. L'Espagne aussi, qui a introduit des contrôles sur les technologies d'information quantique. La Lituanie, qui s'adressait plutôt à la problématique de la guerre de la Russie en Ukraine, en limitant ses exportations de moteurs d'aéronefs et d'appareils électroniques qui, via des pays tiers, vont alimenter après l'effort de guerre russe. Et aussi la Finlande, qui a, elle aussi, multiplié les contrôles d'exportation sur les circuits intégrés et les ordinateurs quantiques. Alors, dans l'Union européenne, en fait, on voit cette multiplication d'initiatives individuelles des pays qui vont créer une tension entre l'Union européenne et les États membres, parce que depuis 2000, on a finalement les principes des accords multilatéraux qui s'appliquent à tous les États membres de l'Union européenne, même s'ils ne font pas partie de ces accords. Et donc, on a un besoin d'autorisation lorsqu'on exporte en dehors de l'Union européenne pour les biens à double usage. On avait donc avant 2021 pas besoin d'informer ni de consulter l'Union européenne avant de mettre en place des contrôles des exportations. Donc, il fallait tout simplement notifier ex post les mesures. À partir de 2021, on a essayé de mieux coordonner ces contrôles nationaux en compilant des listes de contrôles nationaux de sorte à que tous les États membres puissent être au courant, en fait, de ce qui est mis en place, de ce qui va être mis en place, et ce qu'ils puissent appliquer eux-mêmes des contrôles directement qui ont été déjà appliqués par d'autres pays membres. Et en plus de ça, on a introduit des contrôles autonomes de l'Union en matière de cybersécurité.
Alors, on voit bien que la faiblesse de l'approche nationale, puisque quand un pays agit unilatéralement, bah, son action a quand même des répercussions sur les chaînes de valeur européennes, et surtout, elle peut générer des représailles et des rétorsions des pays tiers sur le marché commun, et donc qui peuvent toucher la totalité des pays de l'Union. Et d'autre part, finalement, c'est l'Union européenne qui va défendre les États au sein des instances internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce. Et du coup, en fait, on lui demande d'agir en défense des pays, mais sans nécessairement avoir la main dans les décisions. Et en plus, on voit que l'instrument anti-coercition qu'on a créé engage tous les pays de l'Union européenne en réponse à une coercition économique qui pourrait être une représaille suite à un contrôle unilatéral mené par un pays européen. Et le fait d'agir de façon unilatérale réduit aussi l'efficacité de la mesure, puisqu'on peut tomber dans dans ce qu'on appelle du forum shipping, c'est-à-dire du détournement en fait, avec des exportations qui sont faites à partir d'un autre pays de l'Union européenne qui lui ne met pas en place ces contrôles à l'exportation. Et donc il y a on sent le besoin en fait d'une action commune pour avoir une voix commune sur la scène géopolitique et renforcer aussi notre pouvoir, mais il n'y a pas du tout de consensus sur cela. Le crédit à l'exportation reste un domaine de politique nationale. Par contre, on va essayer en fait en améliorer un tout petit peu la coordination. On va continuer à renoncer en fait à renforcer le pouvoir de négociation de l'Union européenne, parce que si on agissait de façon plus que coordonnée, un levier sur le marché unique avec un moyen de pression géopolitique extrêmement important. Et surtout, on pourrait répondre à des risques communs et pas uniquement à des enjeux nationaux d'un pays membre. On a bien vu quand on a appliqué les sanctions à la Russie, qu'on a agi de façon concertée, que l'action a été assez rapide et assez uniforme, et donc plutôt efficace malgré les détournements. Donc la Commission a essayé quand même de proposer des améliorations, c'est pas des révolutions, déjà de compléter la liste des biens et des technologies à usage dual pour la rendre un peu plus proche des risques actuels avec l'évolution de ces technologies, d'essayer le plus possible de promouvoir une position commune à l'UE, d'identifier aussi des risques communs et d'améliorer la coordination des listes nationales. Alors, on voit qu'il y a une véritable multiplication de ces actions de contrôle des exportations, avec une extraterritorialité qui leur est associée et qui va faire peser potentiellement une obligation sur nos entreprises occidentales productrices de ces biens à usage dual pour contrôler davantage leur réseau, en fait, les connaître davantage, les contrôler, leur réseau de distribution, avec donc une logique de conformité accrue. Et donc, la question peut se poser aussi sur un éventuel rôle pour le secteur financier, comme il est déjà très mobilisé dans tout ce qui est sanctions, conformité, et comme il a déjà effectivement une capacité en termes de conformité bien établie dans tout ce qui est anti-blanchiment, anti-terrorisme, etc. Est-ce qu'on pourrait pas effectivement être à terme amené aussi par notre capacité de connaissance du client final à jouer aussi un rôle dans ces problématiques de contrôle des exportations qui vont devenir dominantes, puisque ça va un peu être les sanctions de l'avenir.
Et donc, un questionnement qui se pose, est-ce que c'est possible pour nous finalement de tracer toutes les transactions liées à un bien, notamment pour des produits de masse à usage dual, parce que effectivement, des microprocesseurs qui peuvent avoir des utilisations, y compris militaires, sont présentes, y compris dans des téléphones portables. Donc, on voit bien comment ce problématique de contrôle va se poser à l'avenir. Et après, un dernier volet qui a été déjà investi par des pays, donc le Japon et la Chine notamment, qui pratiquent déjà des contrôles des investissements sortants, avec les États-Unis aussi, qui, avec le Select Committee du Congrès sont en train de présenter un projet de loi et donc l'objectif est de diminuer le risque de fuite de technologies et de savoir-faire à la suite d'investissements à l'étranger et qui pourrait améliorer donc les capacités militaires d'acteurs hostiles. Hein. Donc on voit bien qu'aux États-Unis, on a dit plus $1 d'investi dans des capacités de production chinoises qui peuvent augmenter la capacité militaire chinoise. Et donc en Europe aujourd'hui, même s'il n'existe pas du tout un consensus sur ces contrôles des investissements, eh bien, il y a quand même une réflexion qui se met en place et qui est obligée du fait que voilà, d'autres acteurs s'y mettent, et si les États-Unis s'y mettent avec la puissance du dollar, parce que on parle d'investissement de tout type, pas uniquement d'investissement direct, mais aussi d'investissement de portefeuille. Donc, on est sur un spectre assez large. Et donc, la Commission propose d'ici l'été 2025 déjà de mener un monitorage, en fait, sur tous les investissements, enfin, sur sur les investissements à l'étranger pratiqués par les États membres dans des technologies sensibles sur une période récente pour essayer déjà de les classer, de les connaître et d'essayer le plus possible de connaître finalement l'utilisation finale de ces investissements. Et à partir de ce monitorage, à l'automne 2025, il y aura une évaluation des risques et l'évaluation d'un besoin éventuel de réponse pour préparer une stratégie d'action. Donc, affaire à suivre sur un sujet à nouveau qui pourrait aussi concerner le secteur financier en termes de contrôle de ces flux. Et donc, on voit bien qu'on a un retour en fanfare de l'extraterritorialité avec un conflit États-Unis-Chine qui devient de plus en plus extraterritorial. Et pour la prochaine Commission européenne se pose donc la question de repenser les priorités stratégiques pour la sécurité dans ce cadre, et mettre en lumière les nouveaux risques pour les entreprises européennes, avec un dialogue beaucoup plus strict finalement aussi entre entreprises et institutions, et définir une offensive européenne en réponse à cette extraterritorialité, mais surtout définir un peu des principes pour guider la coopération transatlantique avec un allié qui, par contre, nous impose de la coercition dans cette matière de sécurité économique, et coopération qui puisse être un peu étanche au changement d'administration américaine. Alors, j'ai terminé donc cette partie et on peut passer à la partie financière. Donc, Joseph, je te passe la parole. Merci Paola. Alors, ma présentation, elle va tourner autour de 2 points. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les interdépendances financières critiques de l'Europe. Et dans un second temps, je vais aborder différentes mesures déjà mises en place, mais également quelques options politiques dont dispose l'Europe pour renforcer sa souveraineté financière. Alors, avant toute chose, je voudrais dire un mot sur la façon dont le secteur financier est perçu dans les débats sur l'autonomie stratégique européenne. Alors, initialement, ce concept se focalisait sur des
des secteurs comme par exemple la défense, l'énergie ou encore les matières premières essentielles. Et au fil du temps, il a été constaté que l'autonomie stratégique européenne ne pourrait se faire sans une véritable autonomie des marchés financiers. Autrement dit, une dépendance excessive à l'égard de contreparties ou d'acteurs de pays tiers peut être considérée comme contraire à l'esprit de l'autonomie stratégique européenne. Et de façon historique, le Brexit a soulevé la question de cette autonomie financière en mettant en lumière un point essentiel. Est-ce que l'Europe veut rester un grand importateur de services financiers développés, produits en dehors de l'Union, ou est-ce qu'elle voudrait mettre en place un certain nombre de mesures pour assurer son autonomie stratégique dans le secteur financier? Et donc, le débat qui initialement se focalisait sur les secteurs que j'ai mentionnés précédemment, eh bien, il s'est étendu petit à petit au secteur bancaire, au secteur financier, pour au final avoir un consensus selon lequel, eh bien, des institutions financières fortes, résilientes et autonomes assureront ou renforceront la souveraineté financière européenne, et tout cela participera, eh bien, à l'autonomie stratégique européenne. Juste un petit point concernant le débat sur l'autonomie stratégique européenne. Eh bien, dans ces échanges-là, le secteur financier, il est plutôt considéré comme un catalyseur ou un facilitateur de l'autonomie stratégique européenne, plutôt que comme un secteur de l'économie qui est essentiel à ce concept en lui-même, par exemple en termes d'emploi, d'innovation ou de croissance du PIB. Donc, le secteur financier apparaît dans son rôle de financeur des secteurs stratégiques. Il apparaît aussi dans son rôle en tant que transmetteur de la politique monétaire ou dans son rôle pour tout ce qui concerne les risques sur la stabilité financière. Et sur ces différents sujets, des récentes conclusions de la Commission européenne sur l'autonomie stratégique financière et économique en Europe, publiées en 2022, eh bien, font différentes propositions afin d'accroître la souveraineté financière en Europe. Alors, avant de revenir sur ces différentes propositions de la Commission, on va essayer de voir un peu quels sont les aspects ou les secteurs, les domaines dans lesquels on a pas mal de dépendance vis-à-vis de pays tiers ou d'acteurs non européens. Pour situer un peu les choses, ce que j'entends par interdépendance financière critique, eh bien, c'est l'ensemble des services financiers ou l'ensemble des entités indispensables au bon fonctionnement des systèmes financiers européens et qui sont situés hors de l'UE et dont on dépend. Donc ici, je vais revenir principalement sur deux interdépendances majeures. La première dépendance concerne le domaine des paiements, des infrastructures de marché et des services financiers. La dépendance excessive actuelle des acteurs du marché de l'Union à l'égard d'entités non européennes, eh bien, pèse sur la stabilité financière. Et justement, il est important que les infrastructures de paiement soient suffisamment autonomes pour éviter que d'éventuels risques géopolitiques ou même des désalignements au niveau des intérêts viennent perturber le bon fonctionnement de l'Union. Et dans un second temps, on va essayer de voir, toujours la deuxième catégorie d'interdépendance, on va essayer de voir comment est-ce que notre système bancaire européen qui reste assez fragmenté, et aussi comment est-ce que notre marché des capitaux qui reste peu profond et peu développé, eh bien profite à des acteurs non européens. Donc, on va regarder, comme je l'ai mentionné, la première catégorie d'interdépendance. On commence avec le domaine des paiements. Et deux constats s'offrent à nous. Dans un premier temps, eh bien, les paiements restent fragmentés en Europe, avec des systèmes principalement nationaux et pas de système pan-européen. Et deuxième constat, eh bien, ils restent dominés par des acteurs étrangers. Pour revenir un peu dans le passé, l'espace unique de paiement en euros, donc SEPA,
a été lancé il y a plusieurs années de cela dans le but de remédier à la fragmentation des paiements autres qu'en espèces. Et donc aujourd'hui, on fait plus beaucoup de différence entre les paiements nationaux et transfrontaliers en euros, que ce soit pour les virements ou les prélèvements. Par contre, lorsqu'il s'agit de paiements numériques, eh bien, il n'y a pas de SEPA, c'est-à-dire pour les paiements en magasin, pour les paiements mobiles ou pour tout ce qui concerne le commerce électronique. De même que pour les solutions de paiement de personne à personne, qui restent toujours très, très fragmentées. Et la plupart des solutions européennes en matière de paiement de détail, eh bien, sont axées sur des marchés nationaux et ne couvrent que certains cas d'utilisation et avec pas ou peu de portée en dehors des frontières, donc une faible portée pan-européenne. Premier point. Deuxième point, on note une concurrence qui est limitée en matière de paiement du fait de nombreuses barrières à l'entrée qui empêchent l'émergence de nouveaux concurrents, mais aussi qui se traduit par un accroissement des frais. Donc, une récente étude de la Commission européenne a mentionné que entre 2018 et 2022, les frais nets appliqués aux commerçants en ce qui concerne les systèmes de cartes a quasiment doublé. Et cette fragmentation des marchés de paiement ainsi que cette concurrence limitée, eh bien, elle profite à des acteurs non européens. Et aujourd'hui, en Europe, eh bien, ce marché-là, il est très dépendant d'un petit nombre d'acteurs étrangers. Pour bien comprendre, il faut préciser que l'acceptation dans un autre pays de l'Union des cartes émises par un système national dépend essentiellement pour beaucoup du co-badgeage avec un système de cartes international. Et donc, de ce fait, toutes les solutions de paiement européennes, eh bien, elles peinent à rivaliser avec les solutions de cartes, les solutions internationales. Si on regarde quelques chiffres récents, eh bien, les systèmes de cartes internationaux représentent aujourd'hui quasiment 2/3 de toutes les transactions électroniques effectuées dans la zone. Un autre point important, c'est que parmi les 20 pays de la zone euro, 13 pays dépendent uniquement du système de cartes international. Et dans les pays où on a un système de cartes national, eh bien, la part de marché de ce système national-là, il baisse au fil du temps, tout simplement parce que de nombreux acteurs privilégient de plus en plus ces systèmes de cartes internationaux, et donc diminuant ainsi la part de marché des systèmes de cartes nationales. On va maintenant regarder une deuxième interdépendance critique, à savoir en ce qui concerne les chambres de compensation, donc les infrastructures de marché. Alors, on note aujourd'hui une forte dépendance à l'égard des chambres de compensation britanniques. Pour donner quelques infos sur les chambres de compensation, eh bien, il s'agit d'infrastructures privées qui interviennent après la vente et après l'achat d'instruments, et elles s'interposent un peu entre les vendeurs et les acheteurs en se faisant un peu l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. Et aujourd'hui, il est obligatoire de traiter en fait toutes les transactions de produits dérivés de gré à gré via une chambre de compensation, d'où leur importance dans le fonctionnement des marchés financiers. Et aujourd'hui, si on voit le graphique qui est représenté ici, on voit en fait que seulement 18% des contrats libellés en euros sont compensés, fin 2023, sont compensés par une contrepartie centrale de l'Union européenne. Alors que le Royaume-Uni se taille la part du lion avec 76% des contrats libellés en euros qui sont compensés par des contreparties centrales britanniques. Ce qui peut soulever pas mal de questions au niveau quant à la stabilité financière de l'Union, particulièrement en période, en conditions de stress ou en cas de désalignement des intérêts.
une dernière interdépendance que je voudrais mentionner pour cette première catégorie est le poids de plus en plus important des grandes entreprises technologiques américaines et chinoises qui pénètrent de plus en plus le marché des paiements de détail et des services financiers en Europe. Alors, jusqu'à présent, ces grandes entreprises-là, elles ont fonctionné d'une façon un peu bien particulière. Donc, en commençant dans un premier temps par le domaine par les services de paiement, en ajoutant au fur et à mesure d'autres services comme des crédits ou comme par exemple des services d'épargne. Et leur implication de plus en plus grande dans les services financiers de l'Union, eu égard à leur taille, eh bien, pourrait causer des problèmes en matière de risque opérationnel, des problèmes de concurrence ou même des questions de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne l'utilisation de leurs données. Et en ce qui concerne les actifs numériques, eh bien, la forte complexité de leur écosystème, eh bien, peut susciter de nombreuses préoccupations, que ce soit au niveau des risques de concentration, parce qu'il existe aujourd'hui un petit nombre de grands fournisseurs de ces services-là qui sont pour la plupart en dehors de l'Union. Voilà un peu ce qui concerne la première catégorie d'interdépendance. On va regarder maintenant une deuxième catégorie d'interdépendance qui concerne principalement le fonctionnement du système bancaire européen et aussi les marchés financiers européens. Alors, un premier point à noter, c'est que le système bancaire européen, eh bien, il reste fragmenté. À titre d'exemple, aujourd'hui, le cadre de gestion des crises des petites et moyennes banques reste beaucoup moins solide que celui des grandes banques. On a encore pas mal d'obstacles réglementaires prudentiels pour parvenir à la création d'un véritable système bancaire européen. L'intégration transfrontalière progresse, mais assez lentement. Et toute cette situation-là peut poser divers problèmes. Un premier problème, c'est au niveau de la compétitivité avec des banques non européennes qui, elles, bénéficient d'un marché intérieur beaucoup plus profond et donc sont beaucoup plus rentables et ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Un deuxième point, eh bien, il concerne le partage des risques entre les différentes banques de l'Union européenne qui reste assez faible. Et donc qui les expose à des chocs asymétriques assez importants avec tout ce qu'on peut avoir comme pression sur les budgets publics ou même tout ce qui est nuisance à la transmission de la politique monétaire. Et à côté de ce système bancaire là qui est assez fragmenté, eh bien, il n'est pas complété de manière adéquate par des marchés de capitaux suffisamment profonds, suffisamment développés. Et sur ce marché-là, eh bien, on note le rôle assez limité des banques européennes. Alors, pour donner quelques exemples, en 2021, 45% des banques impliquées dans des activités d'émission d'obligations d'entreprises dans la zone euro étaient des banques étrangères. Pareil, en ce qui concerne les introductions en bourse dans la zone, eh bien, 48% de ces activités-là ont été effectuées par des entités non européennes, en dehors de la zone euro. Eh bien, tous ces éléments-là peuvent poser pas mal de questions en ce qui concerne l'autonomie stratégique en matière de services financiers au niveau européen. Alors, après avoir mis en évidence ces différentes, après avoir pointé du doigt ces quelques interdépendances financières, on va essayer de voir, eh bien, quelles sont les mesures qui ont déjà été mises en place, des mesures qui ont déjà été prises au niveau européen, mais également quelques pistes qui peuvent être explorées pour renforcer la souveraineté financière européenne. Dans le domaine des paiements, je vais revenir ici sur un point,
la European Payment Initiative, donc l'initiative européenne pour les paiements, justement, qui vise à renforcer ou à réduire les interdépendances européennes en matière de paiement. Et il s'agit là, en fait, d'un exemple concret de solutions de paiement transfrontalier instantané au sein de l'Union. Donc, cette initiative-là, pour un peu plus de détails, elle a été lancée par 16 banques européennes et dans le but de créer un nouveau portefeuille numérique appelé Wero. Et il va permettre en fait aux clients des différentes banques participantes de transférer instantanément de l'argent à partir de leur compte bancaire, et ce, dans plusieurs pays de l'Union, avec pour vision de devenir la principale norme pour les consommateurs et pour les commerçants européens pour tout type de transactions en détail, de paiement de détail. Et en France, elle aura elle va se matérialiser par comment dirais-je, la disparition de la solution Paylibre, qui était une solution purement nationale. Eh bien, elle va être remplacée, Paylibre va être remplacée par une solution comme Wero, qui va offrir plus de possibilités en matière de paiement transfrontalier. Pour terminer cette partie, on va dire un mot sur la résilience numérique, notamment le paquet finance numérique de l'Union européenne. Et l'objectif de ce paquet numérique-là est de soutenir la transformation numérique du secteur financier, ainsi que le développement et l'utilisation de nouveaux produits financiers dans l'Union, avec toujours en tête la préservation de la stabilité financière, l'intégrité du marché. Et ce paquet-là, il comprend différentes propositions législatives, à savoir le règlement DORA, pour tout ce qui est résilience opérationnelle numérique, et aussi le règlement MICA, pour tout ce qui concerne les actifs numériques. Je vais conclure ma présentation en évoquant principalement deux pistes qui reviennent généralement dans la littérature et qui pourraient renforcer la souveraineté financière en Europe. La première piste, c'est l'achèvement de l'union bancaire ainsi que la mise en place d'une union des marchés des capitaux forte. Alors, cette piste-là aura pour première conséquence d'accroître la compétitivité des banques européennes face aux banques non européennes et par là même donner plus de poids aux banques de l'Union sur le marché international, mais aussi sur le marché européen. Mettre en place une union des marchés des capitaux forte aura pas mal d'avantages, comme par exemple le financement de la double transition numérique et transition verte, mais elle donnera aussi plus de poids à l'Union à l'international, de sorte à pouvoir dicter mieux ses règles, mieux défendre ses valeurs et ses normes, que ce soit à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'extérieur. Et comme autre piste, on peut envisager la création d'un actif sûr européen qui aura plusieurs conséquences, comme par exemple une meilleure transmission de la politique monétaire, une meilleure stabilité du système financier, avec comme conséquence finale une meilleure confiance des acteurs en le marché. Et au final, en période de stress, on aura des investisseurs nationaux et aussi internationaux, qui seront plus susceptibles de maintenir leur position, favorisant ainsi la stabilité financière européenne et son intégrité. Voilà un peu les différents éléments que je souhaitais partager avec vous. Notre conférence est maintenant terminée. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Oui, on a reçu déjà des réponses en amont de la webconférence, donc on en a sélectionné certaines. J'en prends une première de Nicolas sur quid de l'extraterritorialité des règles américaines. Effectivement, je l'ai pas mal évoqué au cours de la webconférence. Je crains que ce soit pas terminé, puisque effectivement, on voit bien qu'y compris dans le contrôle des exportations, il y a cette variable d'extraterritorialité qui s'impose. Et donc,
se poser la question pour l'Union européenne de comment se protéger. Il y a bien sûr cet instrument anti-coercition qui a été un peu créé pour ça, mais que vaut-il face à la puissance commerciale et financière américaine? Donc, je pense qu'on va rentrer dans une période assez difficile, puisque on voit bien que les Américains essaient d'obtenir un alignement des politiques européennes sur les politiques américaines, notamment vis-à-vis de la Chine. On voit bien que par ces expositions vis-à-vis de la Chine, les Européens se retrouvent vraiment au milieu entre l'enclume et le marteau. Et donc, il est très difficile d'agir, et on peut même penser que dans une hypothèse qui serait peut-être pas l'hypothèse Biden, on pourrait avoir aussi des pressions qui sont exercées sur la défense de l'Europe pour obtenir cet alignement. Alors, pour l'instant, comment les Européens ont-ils agi? Ils ont essayé d'engager un dialogue. Donc, on a créé un conseil sur le commerce et la technologie auprès de la Maison Blanche, où on essaie de discuter de ces questions. Mais on a bien vu que malgré ce forum, par exemple, l'Inflation Reduction Act américain, qui a été porté plutôt par le Congrès que par la Maison Blanche, n'a pas pris en compte les intérêts européens. Et donc, même l'existence de ce forum, pourvu qu'il soit maintenu éventuellement en cas d'une présidence Trump, ce qui n'est pas acquis, ne nous met pas à l'abri de mesures qui sont de plus en plus menées par le Congrès et de plus en plus bipartisanes, et donc qui dépendent peut-être moins aussi de l'action de l'administration, d'une administration plutôt qu'une autre. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, j'en prends encore une qui est toujours pour moi. Comment l'Union pense la politique industrielle versus les ambitions des États-Unis et de la Chine, qui nous est posée par Kim. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que je vous renvoie, en fait, à une webconférence. En fait, on a eu 2 webconférences, une justement sur l'Inflation Reduction Act américain, et la réponse européenne, donc qui peut répondre un tout petit peu à cela. Et on en a aussi fait une en novembre sur la politique industrielle européenne, ou plutôt les politiques industrielles européennes, puisque ce sont plutôt des politiques nationales sous une coordination européenne, puisque l'Union européenne n'a pas un clair mandat en fait sur la politique industrielle. Elle joue plutôt un rôle de facilitateur, de coordinateur. Elle fournit des plateformes. Elle permet aux États de financer des projets importants d'intérêt commun européen en apportant des aménagements aux règles des aides d'État. Mais au-delà de ça, en fait, elle peut aiguiller des politiques industrielles, notamment dans l'utilisation des fonds du plan de relance européen, puisqu'il y a une destination qui est très claire à hauteur de 37% sur la transition verte, de 20% sur la transformation digitale. Mais au-delà de ça, elle peut outiller notamment face à des acteurs tiers qui mobilisent largement en fait la politique industrielle et les subventions à des fins géopolitiques. Donc voilà, l'Union fait avec le mandat qui lui a été donné par les États membres, qui pour l'instant est très limité. Peut-être Joseph, on a une question pour toi qui nous avait été adressée. Quand on aura-nous l'audace de créer notre Amazon européen comme Airbus dans l'aviation, notamment pour tout ce qui peut être service de paiement?
Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a la European Payment Initiative qui vise justement à être un géant européen en matière qui ambitionne en tout cas d'être un géant européen en matière de paiement. Les premiers pas de cette initiative, eh bien, ils vont se sentir en 2024. Les premiers tests devraient être faits très prochainement dans quelques pays européens. Dans un premier domaine, à savoir le portefeuille numérique. Et après, eh bien, cette initiative sera étendue à d'autres pays et à d'autres services, de sorte à d'autres services financiers, de sorte à couvrir un large spectre de services, mais aussi l'ensemble des pays de l'Union. Et donc, justement, à concurrencer directement les acteurs étrangers qui sont bien positionnés dans ce secteur-là. Une deuxième question, le projet Wero ne sera-t-il pas une première réponse à notre dépendance? Oui, tout à fait. Je l'ai mentionné durant la présentation. Le projet Wero, eh bien, il est issu de la European Payment Initiative, et donc voilà, c'est la première étape, ou la première étape dans ce processus de dépendance en matière de paiement. Alors, il y a deux autres questions que je peux prendre. Je pense que ça concerne plutôt ma partie. Une question d'Aline. L'Union européenne sous l'ombre américaine face à la prise de décision de caractère international? À nouveau, oui, effectivement. Bon, on a un marché unique très puissant qui nous donne un effet de levier important, mais en fait, les politiques qu'on a dévolues à l'Union européenne sont assez limitées, et notamment en termes de politique de sécurité, ça reste beaucoup plus limité que ce que d'autres acteurs peuvent mobiliser en fait, hein, parce que on a quand même une composante nationale qui est extrêmement importante. On voit bien que l'Union européenne la soumet son action de sécurité dans le cadre de la protection du marché unique ou d'une logique commerciale, donc transactionnelle avec les pays tiers, mais voilà, elle n'a pas la puissance d'action qu'ont des économies tiers qui ont la possibilité de mobiliser pleinement la totalité des politiques, chose qu'on n'a pas complètement dévolue à l'Union. Et après, je prends aussi une autre question de Magdalena. Quels sont les secteurs d'avenir en fort développement à venir en Europe? Alors, on n'aura pas le temps de développer cet aspect-là, mais je peux vous renvoyer aussi, justement, vers notre webconférence sur les politiques industrielles et surtout, la webconférence sur le plan de relance européen, où on va un peu dans le détail aussi pour les 4 grands pays de la zone euro sur quel secteur ils ont misé en fait pour dépenser les fonds assez importants de leur plan de relance. Donc vous pourrez trouver des réponses là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors une dernière question, les providers en matière de paiements internationaux, qui sont les entreprises? Il n'y a que des Américains. Visa, Mastercard. Et aujourd'hui, le paiement européen, enfin l'initiative de paiement, l'initiative européenne pour les paiements avait initialement pour ambition de concurrencer ces providers ces paiements, ces systèmes de cartes internationales, mais c'est un projet qui a été mis de côté pour l'instant. Donc la European Payment Initiative ne peut pas forcément concurrencer aujourd'hui ces systèmes internationaux, mais elle va essayer de concurrencer tous les autres acteurs qui sont dans les autres systèmes autres que le paiement par carte. Une autre question qui est, est-ce que la France a mis aussi des contrôles sur les exportations comme l'Espagne ou la Finlande? Alors, naturellement, la France applique tout ce qui est décidé dans les accords de Wassenaar sur les biens à usage dual. Hein. Elle répond aussi
elle applique aussi les sanctions internationales, notamment dans le cadre de la Russie, on a beaucoup restreint les exportations de ce type de biens. J'ai pas nouvelle en fait d'une initiative de type unilatéral telle que l'Espagne et la Finlande en dehors de ce qui a été défini dans ces cadres de sanctions internationales et de accords de Wassenaar. Mais on va commencer à devoir suivre assez précisément ces questions, puisque c'est une question nouvelle. Hein. On voit bien qu'à niveau des pays européens, ça a vraiment commencé l'année dernière. Donc on va se mettre à ce suivi là. On a aussi une question. Quid des propositions d'Enrico Letta et Mario Draghi qui nous est posée par Jean-Paul. Alors, il faudrait une vraie webconférence exprès pour ça, mais il y a des points qui sont intéressants par rapport à ce qui a été évoqué par Joseph, c'est-à-dire que dans la proposition d'Enrico Letta, il y a un volet quand même très important qui concerne l'union des marchés des capitaux. Okay. Et il y a l'idée aussi du renforcement du marché unique dans une logique de c'est notre levier de puissance et du coup améliorons sa compétitivité, abattons toutes les barrières qui existent encore à son développement, travaillons à sa profondeur pour avoir davantage de leviers. Mario Draghi, en revanche, nous alerte sur le fait qu'il faudrait aussi penser autrement. En fait, la puissance de notre marché unique, puisque la logique de concurrence, d'améliorer les aspects concurrentiels ne suffit plus dans ce monde où on a des acteurs tiers qui sont de plus en plus agressifs et donc il faudra aussi penser à le protéger autrement. C'est un peu le grand message, je pense. Voilà, je pense que voilà, on a largement dépassé aussi notre temps. Donc, on vous remercie de votre attention. Vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin. Et vous savez que vous pouvez, vous pourrez réécouter cette webconférence en replay. Vous la trouverez aussi sur notre site internet et intranet sous le volet Avenir de l'Europe, comme toutes les autres conférences qu'on a évoquées. Et donc, voilà, on vous remercie de votre attention. Merci.